Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour, je crois que c'est le dernier numéro de l'année. Oui, je crois que c'est le dernier numéro de l'année. On se prépare déjà à une autre année et puis comme chaque mardi, on essaiera de se retrouver à partir de la station régionale de Constantine. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous vous avons préparé peut-être des sujets assez culturels, mais parce que nous allons d'abord parler de l'huile d'olive et de l'olivier en Algérie, bien sûr, mais dans la région de l'Est du pays, dans le bassin méditerranéen, avec Djamal Mkhancha, qui est chercheur, enseignant en nutrition. Ensuite, on parlera de la dinanderie constantinoise qui a reçu un prix il y a récemment et qui a été classée 4e mondiale, parce que c'est bien la dinanderie qui fait partie de notre culture. Ensuite, on recevra Fouzia Amara qui viendra nous parler de ces beaux poèmes qu'elle publie régulièrement sur les réseaux sociaux, mais aussi elle en a fait un livre, elle viendra nous en parler. Voilà, c'est à peu près le sommaire de cette émission, mais sans transition, on va passer d'abord pour parler de huile d'olive. Samuel, bonjour d'abord, merci de répondre à notre invitation. Bonjour et merci à toi aussi. Et puis bonjour à tous vos téléspectateurs. Alors vous savez, ils sont nombreux à être curieux sur tout ce qui a trait à l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, c'est à peu près le compagnon de notre cuisine, de l'art culinaire algérien en général, mais particulièrement à l'Est, où l'huile d'olive fait partie de notre environnement. Qui n'est pas curieux à propos de l'huile d'olive, qui n'est pas intrigué par les vertus réelles, supposées de l'huile d'olive, et qui n'est pas attaché à l'huile d'olive, surtout chez nous. C'est vrai qu'on a un attachement, on va dire, séculaire, parce que c'est le plus vieil arbre d'abord. Attachement séculaire, parce que transmis, aussi de génération en génération. Quelle est la maison qui n'a pas un peu d'huile d'olive? Ouais, c'est vrai que c'est incontournable, ça fait partie des meubles. Quel que soit son prix, il en faut. Voilà, on en parlera du prix, parce que ça a augmenté. Alors d'abord, pourquoi l'Algérien a cette culture de l'huile d'olive d'abord? Pourquoi? Comme tu le disais, parce qu'elle est ancestrale. Moi, je connais des oliviers dont les troncs reflètent leur âge sans pouvoir le chiffrer. On parle bien de l'olivier de Saint-Augustin à Sogaras. Et puis là où porte notre regard, on voit un olivier, si ce n'est pas plusieurs oliviers. Que ce soit dans certaines rues pour l'ornementation, ou alors dans les flancs et les montagnes sur les routes que nous prenons. Donc il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas l'olivier, qui ne connaît pas l'olive. Cette tradition aussi de conditionner l'olive dans de la saumure, cette manière de le fendre avec un petit couteau, cette tradition familiale qui se fait partout dans les bocaux, dans les fameuses jarres en terre cuite, ça disparaît malheureusement de plus en plus. Malheureusement, ça disparaît. Par d'autres récipients en plastique, qui ne connaît pas aussi cette huile d'olive. Elle est parfois tellement chère à nous que parfois on la réserve à des occasions bien précises. Alors c'est vrai que on va dire aussi que c'est un fruit divin puisqu'il est cité dans le Coran, donc c'est quand même un fruit qui a plus que des valeurs nutritives, il y a une certaine sacralité. Oui, tout à fait. Et de la Méditerranée, c'est un arbre maintenant qui a été repris sur d'autres continents. Le Nouveau Monde, les Amériques ont récupéré des oliviers, ont planté aussi des oliviers. Pourtant, c'est un arbre qui n'existait pas là-bas avant Christophe Colomb. Si on a ramené des fruits, de la pomme de terre. On a ramené de la pomme de terre, des haricots, et du piment, et du poivron, et de la tomate. Tout ça nous vient des Amériques. Et c'est tout à fait normal que l'olivier parte là-bas aussi. Alors, on sait que d'abord, avant de donner son fruit, l'olivier doit quand même avoir certaines conditions climatiques propres à lui, du soleil, de l'humidité, beaucoup d'eau aussi, peu, mais c'est un arbre qui ne demande pas... Qui est rustique quand même, qui est rustique, ouais. Mais qui peut supporter, c'est ce que j'allais dire. Il n'a pas besoin de trop d'attention, il vit tout seul, ça on va dire, à peu près.
Voilà, à peu près. Oui. Il faut quand même l'entretenir, comme on entretient la santé de nos organismes. Il faut le tailler, il faut le débroussailler, il faut enlever les gourmands, il faut quand même lui accorder un peu d'attention. Mais pas beaucoup. Il se supporte Il faut l'aimer aussi. lui-même. Il faut l'aimer. C'est surtout une relation passionnelle entre l'agriculteur et l'arbre. Alors, pourquoi je vous ai dit? Parce que maintenant, ces derniers temps, on sait que l'olivier est allé un peu aux portes du Sahara. Il a transgressé un peu les lois de la nature et des conditions climatiques qui étaient propres à la Méditerranée auparavant. Il a surtout apporté la preuve qu'il pouvait s'adapter. Il n'a pas transgressé. Il a apporté la preuve qu'il pouvait aller un peu plus au sud et qu'il pouvait s'adapter à des conditions auxquelles nous, peut-être, nous ne sommes pas habitués à le voir se développer. Et il se développe effectivement, comme tu viens de le dire, aux portes du désert et ça donne, d'après les informations que j'ai, de très très bons résultats. Alors avant d'aller, bien sûr, nous avons un reportage qui est dans une région un peu méconnue. C'est pas une région célèbre pour la culture de l'olivier, mais bon. Maintenant, ça veut dire que, comme vous disiez, c'est une force d'adaptation de cet arbre qui est très particulier. Ce n'est pas n'importe quel arbre et c'est pour ça qu'il demande un peu d'attention, mais aussi, c'est qu'un arbre qui voyage. Bon, maintenant, il voyage. Alors, Oui, bien sûr, bien sûr. Reportage de Aïcha Boubrek sur l'oléoculture à Tébessa. Et puis surtout, ce qu'on en fait, c'est surtout l'art culinaire avant de voir ses bienfaits pour le cosmétique et puis dans d'autres secteurs. هذا اسمه زليطني، هذا من أقدم زيتون في فركان. هذا بالنسبة لي الزيت يجي بيض وفيه سكر حلو، ومن أقدم زيتونة هذه في البلاد، عندها حوالي 1200 سنة، والزيتونة تلقاها تنحي حتى ل 100 إيطر. زيت فركاني هو الوحيد في الجزائر اللي يعطيك الكمية والنوعية. إذا نحيتيه نص تياب يعطيك نوعية أحسن، وإذا نحيتيه طايب يعطيك الكمية والنوعية. بالعين دوار بين الزيني بالعين دوار بين الزيني. هذا نعيطوا لها تفشن، هذه المعصرة التقليدية القديمة جدا جدا لعصر الزيتون الفركاني. هما يديروا في الارض او البربار، يديروا في الارض لان تاع اللي راهو ما بالحجر وتاع اللي كيف يبان بالحجر. من بعد ما يخدموا الزيتون في الدار ينقوه ويغسلوه ويديروا في القرقابه هذه كما خدم هذه، يقرقبوه ومن بعد يديروه في القسريه تعفسوا المراه ومن بعد نجيبوه هنا. هذا بريمير دوزيام تروازيام سوا هذا هنا نجيبوه هنا الكسير، نعطيهم الكسير يضم، نجيبوه هنا نديروا العجينه ونديروا لها الماء من هنا ونخلطوا بتاع النخل الضلاعه ويصفوا. كي يصفوا من هنا يزيدوا يعقبوا هذوما، نعيطوا لهم توجنت هذوما الصغار، ها من هيك اللي توجنت هذوكم هذوما التروازيام شوا والكاتريام شوا نتاع البسان هذا الكبير هذا تسل هذا. انها شجره قديمه رومانيه من يعني مش من الاشجار المهجنه، هذا واش تعرفت بانها فيها قيمه غذائيه يعني طبيعيه 100%. يعني الشجره مش مهجنه. وفيه الفركاني هو انواع يتفرق، فيه نقولوا ودكي، فيه الزرازي، فيه الشملالي، فيه الزليتني، وفيه انواعه. هذا هو باش تعرف الفركاني من ناحيه المناخ ثانا، يعني عنده صفيه يلعب دور الشجره والمناخ. باش تعرف الفركاني وفي الخواص نتاعو. زيت الزيتون مشهور ببلديه فركان، واللي مصنف الاول بنسبه الحموضه المنخفضه اللي فيه، واللي كما شفتوا اليوم انها معصره تقليديه من عهد الرومان، واللي ترمت بسواعد الشباب اللي باقيين يحافظوا على التراث نتاعهم. الدوله نتاعنا الجزائريه تزخر بالعديد من البلديات والولايات اللي فيها المنتوجات اللي نعتمدوا على انفسنا وقادرين نصدروا حتى للخارج. احنا من المنظر هذا نحثوا الشباب نتاعنا انهم يواصلوا في الدرب تاع الاجداد ان شاء الله. بالعين دوار بين الزيني.
Alors, bien sûr, quand on regarde le reportage, on est un peu étonné parce qu'on a vu quand même le dattier et l'olivier côte à côte. Se côtoyer. Ils vivent ensemble. Ah oui, ça c'est... Oui. Alors, en tant que spécialiste, d'abord, un mot sur ça. D'abord, effectivement, je suis étonné de cette association date... agréablement étonné, hein, Oui, c'est pas dans le sens... effectivement, il y a des zones d'Algérie qui méritent d'être connues, que l'on devrait faire connaître davantage, comme vous venez de le faire à travers ce reportage. C'est vraiment très traditionnel aussi l'activité, et on nous montre que c'est une activité très traditionnelle, avec un processus ancestral probablement. C'est très ancien. C'est ce qu'on appelle des huileries artisanales. Rien à voir avec les huileries modernes qu'aujourd'hui qu'on installe et qui vous traitent des quantités importantes d'olives et des quantités importantes dans un laps de temps très court également. Voilà. Là, mais c'est vrai que c'est étonnant. Maintenant, ce serait bien, moi je serais vraiment intéressé d'avoir un échantillon de cette huile pour essayer de l'évaluer d'un point de vue organoleptique, d'un point de vue sensoriel. On peut aussi l'analyser. Vous avez dit que c'est un taux d'acidité qui est très bas. Bon, très bas, il faudrait le faire confirmer par un laboratoire d'analyse parce que c'est important. Aussi, on ne peut pas uniquement se baser sur des déclarations, il faudrait que ce soit validé par des analyses physico-chimiques, mais aussi par des évaluations, ce qu'on appelle sensorielles, pour déterminer défauts organoleptiques et déterminer également les qualités telles que le fruité, l'amertume, le piquant, qui sont trois caractéristiques organoleptiques très importantes qui sont recherchées, qu'elles soient intenses, moyennes ou alors légères. Très bien. Il reste que l'huile d'olive est quand même un bienfait pour le corps quand il en a besoin. D'abord, pourquoi l'huile d'olive, elle est bonne pour le corps? Quelles sont ses vertus? Tout simplement parce que d'abord elle est riche en oméga 3, elle équilibre les taux de LDL et de HDL, donc les équilibres au niveau des cholestérols. Elle a également riche en ce qu'on appelle des antioxydants. Elle est riche en certaines vitamines, notamment des vitamines liposolubles qui se retrouvent telles que la vitamine A et la vitamine E. Et voilà, et donc d'abord l'huile d'olive, il faut bien penser que l'huile d'olive c'est un jus, c'est le jus du fruit de l'olive. On parle du jus d'orange, du jus de citron, mais là nous avons affaire à un jus. Un jus donc, qui est extrait. Donc, c'est ce jus-là dans lequel on va retrouver des nutriments, des nutriments très intéressants pour la santé, pour préserver la santé, pour améliorer l'immunité de l'organisme. Mais sans excès. Sans excès, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'huile d'olive reste une matière grasse, que 1 gramme d'huile d'olive, c'est aussi 9 kilocalories, et ma foi, 10 grammes, c'est 90 kilocalories, et très vite, nous augmentons en kilocalories, et si nous n'avons pas une hygiène de vie correcte, si on n'a pas une bonne balance entre les dépenses énergétiques et puis la consommation d'énergie, très vite, la balance est déséquilibrée, et c'est finalement le surpoids, c'est l'obésité, etc. Mais sinon, ça reste un bon compagnon dans la cuisine algérienne, voilà, parce que... Dans la cuisine, parce que ça peut être utilisé à toutes les sauces. Bah oui, c'est vraiment... À toutes les sauces, dans la mesure où c'est une huile qui peut supporter aussi bien, qui peut être utilisée à de basses températures, telles que les assaisonnements, mais qui peut être aussi utilisée pour la cuisson. Et elle supporte de très grandes températures. Moi, je me suis toujours posé la question, c'est que nos ancêtres devaient utiliser cette huile d'olive pour faire zlabia, pour les fritures tasfenj, parce qu'avant, il n'y avait pas ces huiles d'arachide et ces huiles dites sans goût, qui n'avaient pas de goût. Là, nous avons une huile, une très bonne huile, mais qui, contrairement aux autres huiles, a du goût. Ça, il faut le dire. Caractère. Elle a du caractère, elle a du goût, elle est fruitée, elle a son petit piquant qui n'est pas désagréable, elle a son amertume qui est également recherchée, qui n'est pas désagréable. Bon, c'est vrai qu'on l'utilise... Et elle a son odeur. Oui, c'est surtout... Elle a aussi son odeur. Alors, on l'utilise bien sûr dans les assaisonnements, pour les salades, mais les sauces aussi. Pour les cuissons. Elle accompagne, mais d'une manière aussi basique, elle est utilisée à la place du beurre au petit déjeuner dans certaines régions. Eh bien, écoute, moi j'ai été élevé aussi avec cette idée de galettes chaudes le matin, trempées dans un peu d'huile d'olive. Pour d'autres, c'était la figue sèche qui était ramollie dans de l'huile d'olive.
que c'est l'association du sucré avec cette huile d'olive. Et c'est très bon le matin, et surtout pour les paysans, parce qu'il y a toute une journée d'activité physique. Évidemment, si dans notre société où après cette prise alimentaire, on se contente du confort de la voiture et du confort du bureau, sans dépenses énergétiques, ça ne peut pas aller. Oui, ça, il faut le reconnaître. C'est à prendre avec... Ça doit être intégré à un mode de vie sain. Mais comme toute huile, il y a aussi des vertus cosmétiques pour la peau, pour le bienfait. Là, c'est autre chose aussi. C'est effectivement connu pour cela. C'est effectivement connu pour cela. Beaucoup de substances aident notamment à l'entretien de la peau. J'ai connu mes tantes qui utilisaient l'huile d'olive pour les soins apportés à leur chevelure. Aux cheveux. Oui, c'est vrai qu'on aux cheveux pour traiter certaines maladies de la peau. Oui, c'est vrai que c'est utilisé. Je l'ai vu de mes propres yeux avec des conclusions très, très, très intéressantes. Je crois qu'on le présentait comme un produit miracle. Hein, on le mange, même quand on a des douleurs, on prend de l'huile d'olive, surtout des douleurs intestinales. Mal de gorge, l'huile d'olive avec du miel, mal de gorge. Oui. C'est un peu le produit miracle. L'essentiel, c'est que les gens se sentent bien avec cette huile d'olive. Voilà, et puis elle fait partie de... malheureusement, avec le temps et les études et puis ce qu'on a fait comme recherche dans ce domaine, c'est qu'on a trouvé que des fois, on a de fausses idées dans la tradition, puisque après la cueillette, on le laisse un certain moment. Là, c'est pas très bon, hein, il faut le dire. Oui, tout à fait. Pas au moment de la cueillette, la manière avec laquelle il est cueilli, d'abord. Parfois, on malmène un peu l'arbre et on malmène le fruit. Lorsque l'arbre est malmené, ça veut dire qu'on va lui briser certaines tiges, etc., ce qui fait que cet arbre-là ne pourra pas fructifier correctement l'année prochaine. C'est pour ça que pour certains, ils considèrent que c'est normal que l'huile donne un bon rendement une année sur deux. Non, c'est pas. L'huile peut donner, plutôt l'olivier peut donner de bons rendements tous les ans. Mais si on le maltraite cette année-là, il faut s'attendre à ce que l'année prochaine, il se fâche un petit peu avec nous et ne nous donne pas la quantité de fruits qu'on voudrait. Maintenant, si vous gaulez ou si vous frappez l'olivier, si vous faites tomber sur un sol, si vous l'écrasez, si vous le blessez, c'est comme nous. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des portes ouvertes au développement des micro-organismes. Il va y avoir des portes ouvertes pour une perte déjà de son jus, et puis il va y avoir également des phénomènes biochimiques qui vont dégrader le fruit lui-même, le jus lui-même, et à ce moment-là, l'huile que vous allez obtenir ne sera pas. Imaginez une orange qui est plus ou moins pourrie, une orange qui est plus ou moins blessée, vous ne pouvez pas tirer un bon jus d'orange. La même chose, si le fruit est blessé, vous ne pouvez pas en tirer un bon jus. Une bonne huile, ça c'est évident. Et si vous l'écrasez, lorsque moi je vois ces sacs d'huile qui sont en attente d'être traités par la huilerie, parfois il pleut dessus et les sacs qui sont en bas sont écrasés par les sacs qui sont en haut, les fruits sont blessés, une espèce de jus comme ça noirâtre qui sort des sacs, etc. Tout ceci ne peut pas nous laisser envisager c'est pas bonne très bon. qualité d'huile. Faut dire que c'est pas très bon. Tout dépend du lui, process. Voilà. C'est comme au niveau de la cuisine, dans nos cuisines. Si le cuisinier travaille mal, il vous donnera un mauvais plat. Si les ingrédients sont maltraités au départ, mal lavés, mal choisis, etc., vous ne pouvez pas avoir un bon plat. Il y a une certaine délicatesse quand même dans il y a la cueillette des fruits. Dans la cueillette, dans son transport. Et il faut éviter les importantes attentes. Il ne faut pas oublier que les produits les substances qui nous sont bénéfiques au niveau de l'organisme sont fragilisées par au moins 3 facteurs. Le premier facteur, c'est l'oxygène de l'air. Donc le contact avec l'air détériore la qualité de jus. La lumière, c'est pour cela que très souvent les huiles d'olive sont stockées dans des emballages ou là, dans des bouteilles brunes ou bien vertes, opaques pour empêcher un peu la pénétration des rayons lumineux à travers la paroi des récipients. Et puis la température et la chaleur. L'eau aussi est un facteur qui peut dégrader. Qu'elle soit chaude, ou la qualité de, vous voulez dire la qualité de l'eau. Parce que, oui, la qualité de l'eau. Non, l'eau elle-même, le contact de l'eau et le l'huile contact avec le fruit. Ça peut favoriser les réactions d'oxydation, ça peut réaliser pas mal de facteurs de détérioration. La température, c'est pour cela que l'huile, la meilleure huile,
j'avais dit la température. C'est pour ça que la meilleure huile, c'est celle qui est obtenue par pression froid, donc pas de chauffage. On peut penser parfois à chauffer lors de l'extraction de l'huile d'olive, chauffer un petit peu pour améliorer le rendement, pour obtenir un peu plus d'huile, pour extraire un peu plus. Et là, c'est pour ça que l'huile extra vierge est une huile qui doit être obtenue par première pression à froid. Ça, c'est important. S'il y a un phénomène de réchauffement de cette huile-là, elle ne sera plus extra vierge. Et ça ne sera plus la même chose. Alors c'est vrai que même dans la culture populaire, nos aînés proposaient deux huiles. Une qui a des vertus médicinales et qui est, qui n'est pas passée par le feu, donc extra vierge froid, pressée à froid. Et la deuxième qui, elle, est pour la cuisine. Et qui passe par un bain d'eau chaude et puis qui traverse d'autres étapes. Mais celle qui est utilisée et pressée à froid, elle a des vertus médicinales et on l'utilise. Oui, peut-être. Moi, je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, mais tout ce que je sais, c'est que parfois nous avons des croyances qu'il ne faut pas suivre. Parce que j'ai entendu dire aussi par les anciens qu'une huile qui est très ancienne a des vertus plus intéressantes qu'une huile récente, ce qui n'est pas vrai. Le fait de penser que l'huile, plus elle est stockée, quels que soient les coins. Donc ça, c'est des choses qu'il faut revoir. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il faut développer. Maintenant, en Algérie, aujourd'hui, il faut développer la nécessité de passer par des laboratoires d'analyse. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. C'est très important. Nous avons beaucoup travaillé avec des candidatants, avec voici ce qu'on dit, ce que disent les anciens, voici ce que dit les facteurs, etc. Mais bon, seule condition pour valider une qualité d'huile d'olive, il faut maintenant s'habituer à voir la culture du laboratoire d'analyse. Il faut aussi que les laboratoires d'analyse jouent le jeu, ne soient pas complaisants. Ça, c'est également important, comme dans toute chose, comme dans tout contrôle, etc. Qu'elle soit neutre. Donc, voilà, parce que si nous voulons aller vers une compétitivité, si nous voulons aller vers d'autres pays ont développé des qualités parce qu'ils ont été accompagnés par des investisseurs, ils ont été accompagnés par des laboratoires d'analyse, et ça, c'est important. Ce qui est bien, c'est que maintenant, en Algérie, on a compris un peu l'importance de cette huile. Ça fait des années, les jeunes s'investissent, il y a des investissements qui se font pour la plantation d'oliviers, pour sa transformation. Moi, j'ai vu l'année passée, je vous racontais que nous avions reçu des jeunes ici qui avaient étudié à l'étranger pour venir investir dans une huilerie chez eux. C'est ce qui est bien, c'est essayer d'apporter tout ce qui est bon pour l'olive et l'olivier. C'est surtout ça. Il y a un Constantinois qui est passé hier dans une émission avec une animatrice de la chaîne 3, dont le prénom serait Yassine, tout ce qu'on se connaît de son prénom, un jeune, qui dit avoir récupéré quelques oliviers familiaux. Et qui s'est mis finalement à faire de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, pas de grande quantité, mais qui en fait. Ça, effectivement. Une personne qui me semblait quand même jeune, compte tenu de sa voix. Ça veut dire qu'il y a des gens avec un certain niveau universitaire, donc cela se ressentait à travers les propos. Surtout que nous sommes maintenant en pleine, je crois que c'est le moment, comme on dit, d'avoir classé. Nous sommes pratiquement vers la fin. Mais bon, c'est vrai que... Et c'est très juste ce qui avait été dit dans le reportage à propos du fruit. C'est que le meilleur moment pour avoir une huile de très très bonne qualité avec un très bon rendement, contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas l'olive verte, ni l'olive totalement mûre, pratiquement flétrie, c'est lorsque l'olive est à moitié jaune, moitié noire, moitié... Voilà, lorsque plusieurs couleurs se retrouvent au niveau à mi-maturité, comme il a bien dit. Ah oui, une bonne maturité. Pas trop noire, pas tout à fait noire et flétrie, pas tout à fait verte, mais vraiment entre les deux, ça nous donne la meilleure des huiles.
Donc alors, là, on parle beaucoup plus de l'huile, mais l'olive aussi, parce qu'on la consomme dans notre tradition, l'olive qui est très bonne dans tout ce qu'on fait, hein, que ce soit dans les plats mijotés, que ce soit en salade, ou des fois, seul. C'est le fameux tagine zitoun. Bon, oui, c'est vrai Entre autres. qui fait partie de nos plats. Le ouais, fameux tagine zitoun. Ah, je dis fameux parce que tout le monde en parle et puis tout le monde. Et je ne connais pas beaucoup de gens qui n'aiment pas manger tagine zitoun. oui, on n'a pas beaucoup. Voilà. Je ne connais pas beaucoup. Oui, c'est Voilà. bon, mais c'est Voilà. pas. Moi, je me présenterai un habit tout à l'heure. Inch'Allah. Alors, pour résumer, donc. À moins que ce soit le réalisateur que tu veux. C'est plus pour rigoler. Alors, pour mettre un peu d'ambiance, mais pour revenir aussi sur l'huile, en conclusion, si on revient sur tous les bienfaits que l'on a avec ce fruit sacré et l'huile qu'il donne, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos amis téléspectateurs? Alors, au niveau des téléspectateurs, il doit y avoir plusieurs catégories. Ça doit aller depuis celui qui a une oliverie jusqu'à celui qui la consomme. Donc, mes conseils doivent toucher un peu à tout ce monde-là. D'abord, pour celui qui a des oliviers, bien entretenir ses oliviers. Faire de bonnes cueillettes. Préserver le fruit. Faire en sorte à ce qu'il soit traité le plus rapidement possible. Ceux qui possèdent des huileries doivent effectivement travailler avec propreté, respecter l'hygiène de leur installation. Et puis ceux qui commercialisent doivent être également loyaux dans le cadre du commerce. Et ceux qui consomment l'huile, il faut absolument en acquérir, en avoir une certaine quantité à la maison, le consommer avec modération. Avec modération, parce que c'est important. Et puis veiller à avoir de l'huile de qualité. Et ça, c'est important. Et l'huile, surtout qu'on a donné les paramètres pour choisir une bonne huile. Et nous avons des huiles. Et il faudrait aussi rechercher des accompagnateurs pour une bonne production, pour une bonne extraction de ce jus d'olive et pour une bonne commercialisation, une bonne consommation. Il faut aussi qu'on soit accompagné pour ça. Mais vous me parliez d'un jeune investisseur à Tlemcen qui a réussi quelque chose, donc ça veut dire que... Ah oui, moi c'est pas aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises ont investi. On a investi dans plusieurs régions d'Algérie, d'est en ouest, de Marnia jusqu'à Tébessa. Tébessa qu'on ne connaissait pas. Voilà. D'est en ouest et même en profondeur, dans l'Algérie profonde. Nous descendons de plus en plus vers Ouatsou, vers Roudaïa, vers Djilfa, et ça donne de très très bons résultats. J'en ai vu même à Timimoun. J'ai vu également des oliveraies à Timimoun dans une ferme qui se veut intelligente, que j'avais visité, et c'est pour dire que c'est une culture qui est en train de s'étendre, y compris en Algérie, et j'espère que ça va donner de bons résultats. Et l'aspect important aussi, c'est qu'il y a une jeunesse au niveau de cette activité-là. Dernièrement, on avait réalisé un événement avec un partenaire ici à Constantine, autour justement de la qualité des huiles d'olive, autour de la caractérisation organoleptique, et puis des olifacteurs sont venus, des éloculteurs sont venus. Il y en a un qui est venu de la région de Djijel, qui avait une exploitation sur Djijel, Milia et même jusqu'à Mila, Grerm, et qui est venu avec sa fille lycéenne, qui prépare son bac, parce qu'elle est intéressée également par la succession déjà de l'activité du père. Ça fait plaisir, voilà. Et ça m'avait beaucoup touché. Et l'assistance, il y avait une moyenne, il y avait des personnes qui avaient entre 30 et 40 ans, et ça c'était important. Voilà, donc prenez de l'huile d'olive, prenez-en soin, parce qu'elle prend soin de vous. Ça, c'est ce qu'on va retenir. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut rajouter autre chose? On s'est promis de parler du bloat, mais ça sera dans une autre émission, je pense. À ta disposition. Merci beaucoup. Je rappelle Dr Jamel Mkhancha, qui est enseignant et chercheur aussi tout ce qui est nutrition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère qu'on aura éclairé nos amis téléspectateurs sur l'importance de prendre de l'huile d'olive. Au moins un petit peu. Voilà, au moins un petit peu. Mais c'est toujours un éclairage. Mais c'est toujours... Merci beaucoup. Puis on va juste transiter par un petit reportage sur qui est très important aussi. Faites attention. Il faudrait de temps en temps se rendre non pas seulement chez l'ophtalmologue, mais essayer de dépister, parce que le dépistage du glaucome est quand même une maladie qui est assez silencieuse, qui ne montre aucun effet. Donc voilà, on a assisté la semaine passée à une campagne de dépistage en milieu, dans un quartier. Et ça, ce qui est bien, c'est c'est qu'à la fin, il y a eu beaucoup de cas de suspicion de glaucome, et c'est important. Donc, alors,
Il ne faut pas seulement attendre qu'on ait un problème visuel pour aller voir le médecin, mais de temps en temps, une fois par an, une fois chaque 2 ans, pour les gens sains qui ne portent pas de lunettes, ça serait bien d'aller voir, d'autant plus qu'il y a plusieurs facteurs de risque, surtout que le glaucome est une maladie qui peut vous faire perdre la vue. Donc attention. Reportage. C'est une pathologie qui touche l'œil, qui touche bien exactement le nerf optique. Donc c'est une neuropathie optique antérieure. Elle est d'évolution progressive, elle évolue silencieusement, d'accord. Donc cette atrophie ou dégénérescence du nerf optique est liée généralement à plusieurs facteurs de risque. Le facteur de risque le plus important, c'est l'hypertonie oculaire ou l'augmentation de la tension intraoculaire. Donc le rôle de dépistage, donc comme cette pathologie, c'est une pathologie silencieuse, donc le patient, le diagnostic de cette pathologie, il est généralement fortuite lors de l'examen. Souvent, on trouve des patients à un stade très avancé, sans le savoir. Donc l'intérêt, c'est le vrai intérêt de dépistage dans cette pathologie qui permet de dépister ou de diagnostiquer cette pathologie à un stade précoce, d'accord, pour préserver notre nerf optique. C'est une pathologie cécitante, d'accord. Le risque de perdre la vue, il est très important. On accueille le malade, on remplit un questionnaire, on cherche les antécédents de pathologies glaucomateuses, on cherche les facteurs de risque les plus importants, c'est les antécédents familiaux surtout, la myopie, la prise des corticoïdes, l'hypertension artérielle, la mélanodermie, les patients qui ont une peau foncée. On devra examiner le malade dès son segment antérieur, d'accord. Donc sa cornée, l'état de sa chambre antérieure. Donc est-ce que c'est une chambre antérieure qui est ouverte, fermée, à angle fermé ou non, d'accord. Donc l'état généralement du segment antérieur, parce qu'il y a des pathologies donc inflammatoires ou bien post-traumatiques, donc qui vont nous orienter vers la cause du glaucome. D'accord. Donc par la suite, donc on va rechercher les cataractes, tout ce qui touche le segment antérieur, qui peut entraîner une hypertonie. D'accord, et ça va évoluer vers un glaucome par la suite. Donc par la suite, donc on va voir le fond d'œil, donc avec la Volk, d'accord. Donc on va étudier le nerf optique, donc le taux d'excavation ou bien le rapport excavation sur papille, d'accord. Donc ça nous orientera. Donc est-ce qu'il y a un endommagement du nerf optique ou non, d'accord. Donc par la suite, on va rechercher d'autres pathologies qui peuvent être associées au glaucome. Donc par la suite, donc ça c'est le tonomètre. D'accord, donc on va mesurer la tension intraoculaire, d'accord, et on va la corriger par rapport à l'épaisseur cornéenne du malade. Donc ça, c'est l'ensemble de l'examen qu'on a. استقبال حار وحنا بكرنا الحق جينا والله استقبال على الكيف ومنظمه والله على الشعره. أنا كنت نداوي من قبل العينية عند أوفتالمولوج وسمعنا وجيت ندير هنا الفونداي. أنا قاعد عطاني الدواء وقال لي نهار نعيط لك إن شاء الله روحي للسبيطار شوية عيني لقاها فيها لا طونسيون. لقيت والله ناس طيبين على الكيف والبشاشة والمقابلة ما ضحك وما شاء الله. جيت هنا بونتي كونسلطاسيون على لا طونسيون هذه تاع العين انه طري بيان روسي كثر خيرهم يعطيهم الصحه. Voilà donc un reportage sur une campagne de dépistage qui s'est déroulée dans le quartier de Boumerzouk, dans la polyclinique, et qui était à l'intention des citoyens qui ont répondu favorablement, bien sûr, à cet appel. Mais il faudrait qu'il y ait encore d'autres campagnes de dépistage. Alors tenez-vous bien, la semaine internationale
du dépistage du glaucome, ça sera au mois de mars. Et là, on reviendra, Inch'Allah, si le bon Dieu nous prête vie, Inch'Allah, on reviendra sur ce sujet. On va rester dans tout ce qui est traditionnel et on va parler de dynandrie avec notre ami Mohamed Lalmi, qui est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au patrimoine et qui a fait beaucoup de recherches. Et là, Mohamed, d'abord, merci d'avoir répondu à l'invitation. Sabah al-khair. Merci à vous de m'avoir invité. Sabah al-khair. Alors, réveil matinal, lazim, il faut pour parler. Je suis matinal. Très bien. On ne va pas parler des chevaux, on ne va pas parler des épées que vous avez, mais beaucoup plus de la dynandrie. Alors, la dynandrie constantinoise a été classée 4e par l'UNESCO. C'est quand même une bonne distinction. Récemment, bon, c'est au début, au milieu du mois, je crois. Voilà, donc ça c'est une certaine reconnaissance à tout ce qui a fait ce qu'a fait Constantine en matière de dynandrie, qui est restée, elle, conservatrice de cet art. Absolument. C'est ce qu'il faut le dire. Absolument. Constantine, elle s'est toujours distinguée par sa manière et son style de traiter les métaux, et notamment le cuivre, avec bien sûr dans le modelage, dans la sculpture, dans les motifs, et ainsi de suite. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle continue toujours à préserver l'authenticité, et elle va vers une évolution, vers une adaptation au goût et à la demande esthétique de notre temps, qui a garanti sa pérennité. Et je pense que c'est un segment et c'est une activité emblématique pour Constantine. Pourquoi ? Parce qu'elle a existé depuis très depuis la nuit des temps. Absolument, parce que si on se met à dresser une petite chronologie, Constantine a existé durant l'âge de bronze. Et on a des détails, des éléments qui attestent que Constantine était habité durant l'âge de bronze. Donc l'âge de bronze, c'est le cuivre. C'est un amalgame avec d'autres métaux, bien sûr. Et depuis ce temps-là, toutes les civilisations qu'a connues Constantine ont pratiquement utilisé ce matériau. Leur touche sur la dynandrie à Constantine. Et si on se met à analyser les motifs que connaît Constantine. Il y a beaucoup de motifs différents. C'est ce qui fait d'ailleurs la beauté de l'art de la dynandrie à Constantine. Peut-être qu'on les voit comme ça pêle-mêle, mais en réalité, elles véhiculent quelque chose. Il y a toujours une expression. Si on se met à les analyser, on va constater que vraiment c'est une synthèse de civilisation, c'est une synthèse de savoir-faire, et c'est une synthèse d'esthétique et de goût chez les Constantinois. Et durant mon vécu, Constantine, la dynandrie était ce qui était produit en cuivre sculpté chez nous, chez mes parents, était conçu dans un principe esthétique autre que celui d'aujourd'hui. Ça a changé. Certainement. Peut-être que ça avec les influences peut-être de l'époque, des influences contemporaines, parce que chaque époque a ses influences. C'est pour ça peut-être que même les formes, c'est tout à fait normal, c'est l'évolution. C'est tout à fait normal. Et l'art, et généralement le patrimoine d'une manière générale, elle est véhiculée d'une génération à une autre. Et chaque génération l'enrichit avec l'ambiance socio-culturelle qui enveloppe son temps. Qui fait qu'avec les moyens de communication, avec la télévision, avec l'Internet, avec tous les moyens de communication, le patrimoine et les arts, d'une manière générale, s'enrichissent. Peut-être qu'ils perdent un peu de leur authenticité, vu l'interéchange et vu mais généralement, ils contiennent toujours des gènes de leur pérennité et les gènes de leur existence. Et le phénomène est valable pour la dynandrie, valable pour la musique andalouse, le melouf, et d'autres phénomènes, bien sûr, qu'on continue à préserver, à perpétuer dans la pure tradition constantinoise. Alors il faut dire que la dynandrie, c'est vrai que c'est un art, mais chez nous, à Constantine, c'est un ustensile
Sinia, bien sûr. Tout ça, ça fait partie du visuel et du vécu Ce qui est constantinois. exceptionnel à Constantine, c'est qu'il y a une certaine normalisation. Une certaine normalisation, chaque maison, avant de la construire, je dirais, avant La fondation. fondation, c'est plus approprié. La femme, la mariée, elle doit avoir ses outils. Oui. Et Sa panoplie une série bien définie, bien conventionnelle, bien codifiée, et qui fait que cette tradition n'est pas restée comme étant une expression artisanale ou artistique ou autre, mais elle est devenue un essentiel chez le Constantinois, la Constantinoise proprement dit. La Constantinoise, et d'ailleurs dans l'un des textes, ce qui est valable pour Constantine peut être valable pour ailleurs, Oui, mais bon, pour toute l'Algérie. Ouais. Et il y a beaucoup de textes qui font allusion à cette dot de la femme, et il cite en premier lieu la qualité et la valeur de ces moyens en dinanderie, en tout ce qui est sculpté, tout ce qui est, voilà. Alors, si vous voulez, pour donner un petit aperçu à nos amis téléspectateurs, Oui. là, nous avons un reportage qui a été effectué par Selma Khiwani sur la dinanderie à Constantine, et puis surtout les artisans qui ont fait les beaux jours de cette dinanderie qui continue à perpétuer la tradition. بديت في هذه الصنعة من سنة 1969 إلى يومنا هذا. تعلموا معايا أجيال وأجيال، منهم أساتذة حرفيين درك. في الستينات وفي السبعينات كانت موجودة الصنعة المادة الأولية. من بعد في الثمانينات انقطعت خلاص، ولينا نخدموا بلاطول تاع الزنقل، نجيبوها نقشوها كيسني ونعاودو نديو نشلوها نبيضوها. ودرك في 83 عاد الدولة اللي تجيبو حنا نخدمو. يعني قسنطينة كانت فيها حوالي واحد 5000 حرفي. حنا خدمنا الخدمة تاع بكري تاع كيما قلت لك، حنا السوردة، الخدمة هذه من السوردة من النوميديين. هذه بديت انا صغير في 78 بديت. الانسان صناعيه كانوا القدم هادو كانوا بكري يخدموا عند بن شاقر عند مي محمد، تعلمنا معاهم ولينا نخدموا. ما قدرناش نحبسوا، انا ما قدرتش. دوك راني من 78 لدرت ما قدرتش، راني 60 سنه في عمري قاعد نخدم نورمال. يجيبوها ورق فايا فرغانه، يحكموها هما ينقشوها، ومن بعد يغبروها بالصابل، ومن بعد تجي عندي انا طرقها. كي نخلصها خلاص يديها الملي يمسح البوليسير، يخدمها اللي يحب يديرها صفراء ولا يديرها بيضاء. هاوليك ابسط مثال، الصينيه تجي النحاس صلب، نجوزوها على النار باش تولي طريه، باش نقدروا نردوها شكل تاع صينيه. الرشمه هذه نخدموها بالكالك، نسقوا فوقها ورقه فوق الديسكه هذه دائره هذه، نسقوا عليها ورقه فيها الرشمه وننقشوا فوقها حتى تخرج هذه. من بعد نحيو الورقه تخرج الرشمه هذه، نفوتوها هاي عند اللي يخدم يقولوا له التراق بواحد المطرقه من الخشب، يردها بشكل تاع صينيه.
هي المرحله ما قبل الاخره تاع النحاس قبل التلميع. مدينة قسنطينة مشهورة بالجسور، قسنطينة مشهورة بزاف بالجسور تاعنا من أقدم الجسور. هاد لي كادر هادو نخدموهم كالزينة للبيوت وكالسياحة كي يجيو ويشريو وثاني هذا الأمر هذا ومتناول الجميع. احنا كحرفيين انايا شاركت في بولونيا معرض دارته الدولة، داروا وزارة السياحة والصناعة التقليدية هذاك الوقت. شاركت في بولونيا قلت لك، عندنا اللي شاركوا في إيران، عندنا اللي شاركوا في دبي، شاركوا في الكويت، حرفيين معنا يعني تاعنا احنا تاع قسنطينة. توجت بجوائز يعني جوائز تشريفية يعني شرفونا يعني. Voilà, quand on regarde le reportage, on sent que la Dinandrie a encore de beaux jours devant elle. Absolument, absolument. Ça réconforte un peu. Là, nous sommes très optimistes pour l'avenir de cette activité ancestrale, bien sûr. Et je pense que le mérite revient à ces artisans qui sont là pour travailler le cuivre et être à l'écoute et attentifs aux besoins de la société et de l'évolution. Ce qui est bien, c'est qu'ils se sont adaptés. Alors, c'est vrai, on parlait que de la dot de la mariée qui comprenait le nhas, le بالقطار, اللوازم نتاعها باش تروح للحمام, المحبس, il y avait tout un cérémonial et puis une dot qui était bien précise et codifiée, comme on parle. Même si ça a disparu maintenant. Il y en a de moins en moins. Pas tout à fait. Peut-être qu'on l'a réduit un petit peu à quelques éléments, mais ça continue à exister. Et généralement, la mariée, elle tient à avoir être dans la tradition de sa mère et de sa grand-mère et toute la famille, bien sûr. Et en même temps, elle s'est adaptée selon les besoins de nos jours. À titre d'exemple, le Kérouana d'autrefois, là, on l'avait, les vêtements, elle a disparu parce qu'elle a été remplacée par et ainsi de suite. Et c'est ça l'adaptation en réalité et l'évolution. C'est qu'avant aussi, il n'y avait pas de tableau avec un motif en cuivre, comme on avait les ponts. Ça, et les Dinandiers se sont adaptés. Ils répondent à un besoin touristique, parce que les touristes viennent. Donc. Et là, je tiens à rendre hommage à notre ami Amin Khouja, qui continue à travailler le cuivre selon l'ancienne méthode. La tradition. La tradition, enclume et marteau et martelette. Et pratiquement, c'est l'unique qui reste à Constantine dans cette ancienne tradition. Il fait des merveilles, il fait des choses extraordinaires. Et d'ailleurs, quand tu lui demandes un objet, tu peux attendre. Hein. S'il travaille d'une manière encore il est lent, mais beaucoup de gens s'intéressent. Et surtout les institutions officielles et ainsi de suite, parce que vraiment, c'est très beau. Il travaille généralement le cuivre rouge, qui est l'origine de la... Même s'il y a le blanc, le jaune, le rouge... Non, le blanc, en réalité, c'est le nickelage. Quand on le passe dans le bassin de nickelage, généralement, il devient blanc. Mais la nature d'origine du cuivre, de la matière, elle est en rouge ou en jaune. Et Amir Khouja, franchement, il est là pour nous représenter dignement. Et j'espère qu'il formera d'autres jeunes. Comme on fait, comme on l'a vu à Bardo. Absolument. Parce que là les images qu'on voyait, c'est dans le quartier Bardo de Constantine, qui est... On va dire le centre des Dinandiers, c'est là où les artisans se relaient, parce que, ou apprennent leur métier. Absolument. C'est un centre de formation qui ne dit pas son nom. Et généralement, c'est une affaire de famille. La dinanderie, c'est une affaire de famille. Et ma famille, elle est dans la dinanderie. Bien sûr. On a un cousin, Rabbi Rahmou, qui travaillait chez les Marrakchi.
chez Mohamed Marrak, chez Cheikh Nouri, Rabbi Yarhamhum كلهم. C'était une grande entreprise dans les années 70 et les années début des années 80. Et l'établissement, c'était Sirta Cuivre, et qui faisait vraiment des choses extraordinaires. Et là, il a servi de relais, en quelque sorte, parce que le métier nécessite une valeur commerciale. Si les Dinandi n'arrivent pas à faire des bénéfices et ainsi de suite. C'est vrai, comme tous les métiers d'ailleurs, comme toute la valeur. Ça ne génère pas de bénéfices. Cette époque, elle s'est caractérisée par la mécanisation. Ils ont conçu des modèles de la machinerie. Ils ont travaillé avec ce qu'on appelle le tour à repousser. Le tour à repousser. Et c'était vraiment un fief, et c'était vraiment une parenthèse très, très, très importante et très intéressante dans l'histoire de Constantine, qui a vraiment initié beaucoup de jeunes, qui a conservé un certain style, et bien sûr, l'évolution et le besoin esthétique et ce que exige notre époque ne s'intéresse plus à ce qui est le fruit d'une mécanisation. Maintenant, on est devenu. Il y a un intérêt pour tout ce qui est ancien, fait d'une manière traditionnelle. Je dirais que la courbe a fléchi, après elle a repris, et maintenant c'est l'authenticité, c'est l'originalité. Quelqu'un qui cherche à s'acquérir d'un ciné ou autre chose, il cherche toujours l'authenticité et le goût des Constantinois. Croyez-moi qu'il a évolué par rapport à une certaine époque. Parce que la période, je dirais, d'après mes analyses basiques, il y a des périodes où voilà, l'apogée. C'est comme la musique, le melouf durant les années 30 et les années 40 a connu des années noires. Pratiquement tous les Constantinois se sont orientés vers l'Orient, vers Mohamed Abdel Wahhab, et ainsi de suite. Donc la dinanderie aussi, après, avec le temps, on s'est ressaisi et on s'est mis à choisir l'authenticité, l'originalité et la beauté dans la tradition. Alors on revient toujours à ses origines, absolument. Tout ce qui est rustique, tout ce qui est... Voilà, c'est très important. Et là, c'est un caractère des Constantinois. Je dirais que, parce qu'ils cherchent toujours à être en phase avec la tradition, avec le patrimoine, avec tout ce qui qui fait la personnalité, l'identité. Absolument. Quand on parle de patrimoine, généralement, on a la définition de la culture qui dit que la culture, c'est ce qui reste quand on aurait tout oublié. Et elle est valable aussi pour le patrimoine. Et Malik Ben Nabi, il nous dit que la civilisation, c'est l'homme, le temps et le patrimoine. Donc le patrimoine, c'est un élément essentiel. Et quand on voit notre patrimoine encore en bonne santé comme ça, ça fait plaisir. En bonne santé, ça veut dire que la société elle est en bonne santé. Il ne reste que... Ça reflète. Il nous appartient de capter les messages de la société dans sa globalité et d'essayer de l'accompagner, d'essayer de l'entretenir et ainsi de suite. Et crois-moi que quand on a un métier ou une tradition qui risque d'être l'extinction, si elle est agencée avec le centre de l'intérêt, généralement, on garantit sa pérennité et sa perpétuité. Voilà. Ouais, mais c'est bien de relever, de souligner cela, bien sûr, parce que c'est très important, tout ce qui fait partie de notre environnement, et tout cela contribue surtout à perpétuer des traditions, absolument, comme le salon de la dinanderie qui se tient régulièrement à Constantine et qui est l'occasion, non pas seulement pour les artisans de montrer leur dernière production, l'évolution, mais aussi de montrer tout ce qui est beau, tout ce qui est ancestral, tout ce qui est, qui reflète l'identité de Constantine. Et la dinanderie est indissociable de l'identité constantinoise. Tous les événements festifs de Constantine, pratiquement, elles sont en phase avec la dinanderie. On ne peut pas avoir une scène d'un événement musical sans qu'il y ait au moins un marche, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, même les mâts
du drapeau national, généralement, on implique le cuivre avec des ornements et ainsi de suite. Qui fait que le cuivre, il est là et continue à exister. Et d'ailleurs, ce que je constate personnellement, le cuivre à Constantine, il est plus apparent. On le voit pratiquement plus qu'ailleurs. Plus qu'ailleurs. Oui, parce que je crois qu'il est valorisé à Constantine comme faisant partie de notre identité. Il fait partie de l'environnement. Mais maintenant, نحطوا الصينية تاع النحاس قهوة العصر qui est aussi une tradition. Donc ça se fait toujours avec des éléments en cuivre. Absolument. Et toujours, quand on a un cérémonial, quand on a un événement, quand on a un invité qui nous est cher, systématiquement et obligatoirement, ça implique les ustensiles en cuivre. Et ce qui est vraiment intéressant, et ce qui est vraiment un honneur pour notre société d'une manière générale, toute l'Algérie, c'est qu'il y a une certaine complémentarité entre... Parce que le patrimoine d'une nation, c'est l'unité dans la diversité. Quand on parle de nation, quand on parle de peuple. C'est bien sûr, si on parle de la Sinia, prendre son café, le marche al qahwa, déjà c'est au Ben Has. Et ce qu'il y a dedans, ça fait partie de la culture constantinoise, c'est la distillerie. Donc, absolument, absolument. Et quand ça engendre qui نحط السينية, c'est قهوة العصر. Et d'où ça vient, donc c'est des éléments aussi divers, mais unifiés autour de l'identité. Là, j'allais dire que tout cela m'a emmené à parler du tergui avec l'image qu'il véhicule, avec l'authenticité et la personnalité tergui quand il se met à préparer le thé, il se met à siroter le thé, généralement autour d'une sinia et d'un comme on l'appelle, et c'est la tradition de tout le Sahara. Qui fait, nous sommes un peuple qui a dans le cuivre une utilité et en même temps un plaisir et un art et une tradition qu'il véhicule et qui cadre un petit peu son style et sa personnalité. Très bien. Donc ça veut dire que la culture et l'identité algérienne, le patrimoine est aussi riche et aussi divers que tout ce que nous avons comme élément de l'identité algérienne qui est très riche. Nous sommes un pays continent, il faut le dire. Nous avons tout ce qui est beau. Nous avons parlé d'huile d'olive tout à l'heure. Bon, ça fait partie de la culture. Bien sûr, oui. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et je tiens à remercier le professeur. Si Jamal, oui. Si Jamal, oui. De toute façon, il va revenir, Inch'Allah, pour nous parler d'autres choses en matière de nutrition. Et vous êtes en train de premièrement nous cultiver et deuxièmement de nous apprendre des détails dans notre environnement qu'on ne connaît pas en réalité. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter l'émission, enfin ce qu'il a dit le docteur professeur. J'étais vraiment étonné. J'ai pris conscience de mon ignorance en quelque sorte, parce que c'est un produit qui est là dans notre environnement, mais qu'on ne connaît pas sa valeur. Par contre, le cuivre, non, il attire tout de suite, il vous happe, il ne vous lève pas. Il a une autre définition, et comme vous le savez, on ne peut pas construire, ou on ne peut pas parler d'une nation, ou d'une culture, ou d'une civilisation, sans qu'il y ait plusieurs facettes, plusieurs éléments, plusieurs détails qui fusionnent et parfois se composent pour donner le là et le pouls d'une culture, d'une nation, d'un peuple, et ainsi de suite. Et tous ces éléments sont là, sont parmi nous et nous appartiennent. Et nous sommes dans l'obligation de les préserver. Nous sommes tenus de préserver. Voilà. Et moi-même, j'ai fait une étude sur la dilanderie que j'ai exposée un jour à Alger. Et croyez-moi que beaucoup de gens ont apprécié les détails parce que dans les différents motifs, ça nous renseigne sur la sédimentation civilisationnelle que connaît Constantine. Et notamment
le rapport de Constantine avec Sidi. On a beaucoup d'ornements et de détails ornementaux qu'on retrouve dans les palais de spécialement Sidi. Et quand on dit dans d'autres... si la musique aussi est inspirée de Ishbili, elle a hérité d'Ishbili, avec ça, qui fait que quand on se met à... Et quand on parle de l'époque romaine, numide et ainsi de suite, on a des motifs qui nous renvoient à cette époque, qui sont malheureusement un petit peu... peut-être difficile à... ne trouve plus de gens qui s'intéressent à ça, et sont en train de disparaître, mais dans l'ancien cuivre, il y a des motifs romains, il y a des motifs byzantins. C'est bien. Absolument. Il y a des motifs arabes dans la première phase de la culture et la civilisation arabe, après le Futuhat bien sûr, et ainsi de suite. Ça veut dire que le cuivre, la dinanderie, est là aussi, elle subit les influences des époques et garde aussi... Elle est là pour témoigner aussi de la grandeur d'une nation, d'un peuple. Voilà, quand on voit la dinanderie synthétise ou la constitue un témoignage d'une existence très très lointaine et qui a laissé, je pense que c'est pas. Et d'ailleurs, entre les anciennes découvertes en matière de cuivre à Constantine, si on les compare avec ce qu'on a trouvé comme frère à Tidis, on a des motifs similaires qui se ressemblent. Parce que tout simplement, la région de Tidis... En rappelant que Tidis est une forteresse romaine qui a été érigée... C'est pas romaine, non. Ah, d'accord. Non. Les Romains... les Romains, c'est un كيفاش نقولوا حلقه c'est un relais. C'est une étape. C'est une étape. Elle est numide avant qu'elle soit romaine et elle a existé depuis au moins 7000 ans parce qu'on a un site là-bas de dolmen qui témoigne de cette ancienneté. Et d'ailleurs, j'ai saisi l'occasion pour vous dire que Constantine, merci, dit qu'elle recèle plus de 10 000 dolmens, Constantine. Il n'y a aucune ville dans le monde qui a ce nombre de dolmens. Les sites, généralement, c'est Bonouara, c'est Sigus, ou le Malha, et d'autres, bien sûr, qui sont en train de... Tout autour de la ville. Voilà. Donc, témoignant que cette ville existe depuis plusieurs millénaires. Voilà. Et on a... Il y a des villes qui ont existé depuis plusieurs millénaires. Mais Constantine, sa particularité, c'est qu'elle n'a pas rompu avec l'humain. Voilà, elle n'a pas rompu avec l'humain. Et tout à l'heure, quand on s'est mis à parler de la dinanderie et d'analyser un petit peu les motifs et tout, et on a dit que c'est un témoignage, c'est une page concrète de la grandeur et l'enracinement de notre société dans les civilisations, la situation des dolmens et de tout ce qui est vestiges anciens, elle est là pour témoigner aussi et elle s'insère dans le spectre qui compose notre identité. Et si on néglige ces éléments, on ne peut pas faire face au monde et on ne peut pas faire face à la mondialisation et on ne peut pas faire face à parce que maintenant, l'enjeu, c'est de détruire les racines des nations et c'est de le conduire vers un seul canal qui mène vers des intérêts pas obligatoirement mutuels et ainsi de suite. Je crois que, oui, bon, voilà, le débat devient... Oui, on est allé vers autre chose, mais bon. Voilà. Mais allez, on va conclure par l'intérêt
que la dinanderie a suscité dans le monde en étant classée 4e, la dinanderie constantinoise. C'est un bienfait. Voilà, c'est un honneur, c'est une richesse qu'il faudrait exploiter, perpétuer. Mais Mohamed Al-Almi, merci d'avoir répondu à notre invitation, de nous avoir éclairé sur ces éléments qui font partie de l'identité, de la richesse du patrimoine algérien. Et voilà, en 1 heure de temps, on a appris beaucoup de choses à travers nos invités qui soulignent encore une fois que nos traditions, notre patrimoine est tellement riche que je crois qu'on n'a pas encore tout visité. Il faudrait être encore plus curieux que nous le sommes. Absolument. Merci Mohamed Al-Almi. On se retrouvera, Inch'Allah, sur d'autres plateaux avec d'autres occasions. On va juste transiter vers la littérature et la poésie avec Fouzi Amala. Mais avant, on va écouter une belle chanson de Bouhbila qui rend hommage et puis surtout qui soutient nos frères palestiniens qui continuent de souffrir. بباب القدس أوقفني حمام الدوح يبكيها بباب القدس أوقفني حمام الدوح يبكيها ونادى القدس في خطر فمن للقدس يحميها فمن للقدس يحميها سمعت أنين حسرتها وزفرتها ولوعتها وزفرتها ولوعتها بباب القدس تاريخ تشبث في زقتها يقاوم كل مغتصب تدانى من هويتها يقاوم كل تهويد ويرفض كل تجريد ويلعن وجه جلاد تدانى من هويتها بباب القدس آمال معلقة على الجدران بباب القدس آمال معلقة على الجدران وأحلام بحارتها تضاحك غيمة الأحزان تضاحك غيمة الأحزان وأقصانا بها يزهو وآذان بها يعلو وآذان بها يعلو وقفت أقول
في نفسي لنا التاريخ في القدس عالمها نسائمها تسافر فينا للأمس هنا صلى هنا عمر ورسل الله قد مروا جيوش صلاح قد عبروا فحاضرها كماضيها بباب القدس أوقفني حمام الدوح يبكي. Voilà, donc une manière aussi de rester solidaire avec nos frères palestiniens qui continuent de souffrir malheureusement. Inch'Allah, Rabbi fok hawalhom. On reste dans l'identité, le patrimoine, mais là dans la littérature avec une expression qui a toujours fait partie de l'homme, de l'être humain. Pourquoi a-t-il eu le besoin d'écrire ? Pourquoi l'être humain a-t-il eu besoin de faire de la poésie ? Peut-être c'est une question qu'il faudra poser et chercher, parce que pourquoi l'homme cherche à s'exprimer ? Ça c'est une forme... voilà. Fouzia Amara, bonjour. Bonjour. Ça va ? Bien, et vous ? Ça va, merci. Et vous-même ? Ça va, toujours un plaisir de vous revoir. Moi, j'allais dire que le plaisir est pour nous de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Et encore une fois, nous allons revenir un peu sur ce recueil de poèmes. Ils te diront que ça ne vaut pas la peine. Alors le défi, c'est déjà là, on vous accroche. Pourquoi ? Pourquoi le titre toujours ? Le titre, ça a été choisi un petit peu par l'éditeur. Je pense qu'il voulait un peu accrocher d'une autre manière. On a tendance toujours à mettre un titre global qui parle de tout ce qu'il y a dans les recueils ou dans un roman. Et puis là, il a dit non, on va essayer un petit peu de piquer la curiosité des gens pour les attirer un petit peu plus. C'est vrai qu'on a tendance un peu à dire aux gens: t'arriveras jamais, tu pourras pas, laisse tomber, pourquoi tu te casses la tête ? Ouais, on se décourage un peu. Voilà. Alors au lieu de s'encourager, on se décourage. Exactement. Et là, ça vous a encouragé. Oui. Ça a l'effet inverse. Tout à fait, ça a eu l'effet inverse, c'est tout à fait cela. Alors, votre première production littéraire, c'était un roman ? C'était un roman, tout à fait, mais pas ici, pas en Algérie. Qui a été édité en Europe. Qui a été édité en Europe, ça a été un roman. Il y a eu aussi un projet commun avec plusieurs poètes. C'était un recueil aussi de poèmes. J'avais mis 5 ou 6 poèmes, pas plus. J'ai eu un deuxième roman aussi, toujours en Europe. Et puis je me suis bagarrée pour celui-là. Ah, pourquoi bagarrer ? C'était difficile. Oui, la poésie n'est pas vraiment lue en Algérie. Les gens ne sont pas intéressés par la poésie. Pourtant, il y a une production poétique, j'allais dire, excellente. Et puis surtout, il y en a beaucoup. Exactement. La semaine passée, je recevais une poétesse. Tout à fait. Donc, j'ai vu, oui. Et en plus de ça, je trouve que notre façon d'être, notre façon de parler est poétique aussi sur beaucoup de choses. On a tendance un petit peu à, à essayer de trouver une façon de dire les choses avec drôlerie des fois, avec tendresse, avec amour, avec poésie, et puis ça fait partie aussi de notre culture. Donc je trouve ça un peu dommage qu'aujourd'hui on me dise les poèmes n'intéressent pas trop, on est beaucoup plus attiré par des romans, par des écrits, des histoires. Oui, par des histoires. Tout à Mais pourquoi fait. les poèmes ne racontent pas d'histoire ? Si. Chaque poème a son histoire. Voilà, donc pourquoi ? Puisque c'est plusieurs histoires, c'est presque des nouvelles. Tout à fait. Chaque poème est... Oui, et puis c'est à chaque période, c'est des périodes de notre vie, si vous voulez. C'est certaines choses qui nous arrivent, qui font qu'on est inspiré et puis on a envie de parler de ça. C'est vrai que c'est court, parce qu'on ne peut pas vraiment s'étaler comme dans un roman ou dans un écrit ou un récit. C'est pas du tout la même chose, c'est très court. Mais je trouve que c'est un challenge parce qu'il faut exprimer réellement ce qu'on a envie en quelques mots et arriver à faire véhiculer un message. Très bien. Alors justement, vous allez dire, pourquoi on choisit d'écrire un poème sur tel
thème, tel sujet, est-ce que c'est un choix ou ça vient tout seul? Ça peut être les deux. C'est-à-dire? C'est-à-dire que des fois, je suis tout simplement, je vais parler de moi. Bah oui, bien sûr. Voilà. Je suis tout simplement inspirée par une chose. Il y a quelque chose qui m'a touchée énormément et puis je me dis, tiens, ça, je vais le garder en mémoire et puis je vais parler de ce sujet. Et puis, il y a des moments où, pas du tout, ça vient tout seul. Hein, on ne demande pas, on est là et puis, pouf, l'idée arrive par miracle. Non, pas par miracle, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. C'est l'inspiration, tout à fait, c'est l'inspiration. Mais en règle générale, je pense que beaucoup plus, on est inspiré par des faits, par les gens, par son entourage, par certaines choses qui nous arrivent. On est touché par, là maintenant, ce qu'on a vu, la Palestine, ce qui se passe, c'est un drame qui dure depuis trop longtemps maintenant, si on voit toutes les décennies. Et puis là, maintenant, ces derniers mois, c'est quelque chose qui touche énormément. C'est l'extrême sauvagerie. Oui, exactement. Il n'y a plus aucune limite là. Ouais. C'est vraiment... Et puis ça touche, donc je sais que ça inspire énormément. Mais c'est très délicat aussi parce que ça dépend comment on va prendre, comment on va écrire là-dessus. Véhiculer ce message, c'est aussi trouver les mots justes pour cela. Et puis c'est difficile d'exprimer ce que les gens vivent parce qu'on n'est pas là-bas, donc on ne vit pas la chose de la même manière. Nous, on est de l'autre côté de la barrière, donc on ressent, on imagine la douleur et on imagine tout ce que les gens vivent. Et c'est difficile un petit peu d'exprimer tout ça. C'est même, je dirais, à la limite, peut-être, je ne vais pas dire indécent de se mettre à leur place. Mais ça, on ne peut pas être à leur place. Non, pas du tout. Malheureusement, sinon on aurait partagé la souffrance. On est là avec le cœur, et puis on essaye tout simplement de les aider et de les soutenir. Voilà. Ah oui, et ça ne nous empêche pas de les soutenir, au contraire, nous les soutenons. Tout à fait, au contraire, il faut le faire. Mais les sujets sont les sujets des poèmes, enfin les thèmes des poèmes sont très diverses, là, comme dans ce recueil. Oui. Comme on parlait de l'olivier le matin. L'huile d'olive, oui, tout à fait. L'huile d'olive et de l'olivier. Un nectar. Oui, nectar, ouais, c'est vrai, c'est que c'est un nectar qui est divin, d'abord parce qu'il est sacré. Oui. C'est quelque chose de très... Alors, pourquoi vous avez choisi d'écrire un poème sur l'olivier? Alors, bonne question. L'olivier, parce que tout simplement, disons que c'est un héritage familial côté paternel. On a une tradition aussi chez nous, dans la famille, de récolter nos olives chaque année et d'aller emmener nos olives à l'huilerie et d'avoir notre huile d'olive. C'était un petit peu aussi pour rendre hommage à mes ancêtres, côté paternel, et leur exprimer, si vous voulez, ma gratitude de m'avoir fait connaître ce bonheur. Ah, parce que c'est un bonheur oui. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas d'olivier, malheureusement. Je vous souhaite un jour d'essayer et de voir ce que c'est, parce que c'est vraiment un bonheur. Et quelle est la relation qu'il y a entre l'être humain et cet arbre? Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui, je sais pas, va essayer d'expliquer. Vous êtes poète, moi pas. C'est un peu difficile d'exprimer ça, parce que c'est très fort. Quand on est là sous un arbre, déjà on se dit, lui il est là depuis tellement longtemps, il a connu tellement de générations avant nous, et il va en connaître encore d'autres. Et c'est ça qui est génial. Et puis quand on se met tous ensemble, la famille, parce que c'est ça, c'est un partage en fait. Hein. C'est pas rien que le fait d'aller et puis de récolter l'olive. C'est le partage qu'il va y avoir avec la famille, et c'est ce moment-là qui est tellement magique. Parce qu'on est là tous ensemble, on met nos bâches. Bon, je vais rentrer dans des petits détails. On met nos bâches et puis on se prépare et puis on monte dans l'olivier, on fait tomber nos olives, on ramasse par terre, des fois dans des endroits un petit peu bizarroïdes. C'est dans la terre, bon, il y a la bâche, mais après ça part un petit peu partout, hein, donc il faut aller chercher. Et on est là, on blague ensemble, on rigole ensemble, on se raconte des souvenirs, on parle des personnes qui étaient là avant nous et qui sont hélas parties, mais leurs souvenirs sont toujours présents. Leur mémoire est là. Du moment que l'olivier est toujours présent. Tout à fait. Et puis l'olivier, il est là pour nous dire, c'est ça qui est le plus important, ce moment-là de partage. C'est ce moment le plus important.
Mais allez, j'aime bien ce moment de partage que moi-même je ne connais pas, j'ai jamais récolté d'olives, mais allez, un jour il faudra venir. Il faut venir, il faut essayer. Alors, l'olivier, lisez-nous d'abord, au moins ce poème, parce que je pense que pour rester dans le thème de l'émission, tout ce qui est tradition et tout, donc voilà, il est là avec toute sa splendeur. À vous de continuer. Il est là avec toute sa splendeur. Ancré dans la terre depuis des années. Il est là debout à affronter la vie et la nature, les vents, le soleil, les tempêtes et le beau temps. Ses branches se plient sous le vent qui souffle en rafale. Sans se casser, elle courbe l'échine pour mieux résister. Offrant ses branches au ciel, au soleil, étant un refuge pour les oiseaux et les abeilles, fleurissant au printemps pour donner un fruit si convoité en automne. Il est là avec toute sa grandeur, élevant ses branches vers le ciel et le soleil. Les racines bien ancrées dans cette terre fertile, toi, arbre qui symbolise la force, la sagesse, la paix. Ton nectar est encore plus précieux que tous les bijoux du monde. Durant des siècles, tu as été le symbole de la paix et tu le resteras encore longtemps. Assise sous tes branches, je lève la tête pour te regarder. Tu es là, ancré dans cette terre ancestrale. Comme les plus majestueux de tous les arbres, toi, l'olivier, symbole de la terre, de la paix. De la paix surtout. Oui. Mais oui. C'est ce qu'on souhaite, la paix. Quand on parle de la Palestine, c'est l'olivier qui vient tout de suite. Tout à fait, pas un autre arbre. C'est pas un autre arbre auquel on pense, c'est tout de suite l'olivier. En fin de compte, c'est un arbre que l'on trouve un petit peu partout. Là où on va maintenant, on le retrouve. Avant, non, pas tellement. C'était destiné beaucoup plus les pays un petit peu méditerranéens. Mais maintenant, je trouve que on le retrouve dans des endroits un petit peu même improbables, où je dirais... non, insoupçonné et insoupçonnable, comme on l'a vu tout à l'heure. Oui. À Tébessa, moi je ne savais même pas qu'il y avait de la culture qu'il y avait des oliviers. Je l'ai appris aussi, voilà. Après, le spécialiste qui avait... C'était super, moi je trouve. Il faut avoir des personnes comme ça qui viennent nous apprendre, nous cultiver, nous donner des informations qu'on n'a pas et nous inciter à aller chercher aussi et à connaître, à se documenter pour connaître nos richesses. Ben oui, et la richesse, elle est d'abord humaine, parce que c'est l'être humain qui est là, l'être humain qui perpétue la tradition, l'être humain qui écrit et qui s'exprime. Fouzia, alors, le roman qui est en chantier, vous ne voulez pas en parler? Rien ne filtre? Pas pour le moment, j'aime pas parce que... je veux dire superstitieuse un petit peu, oui, je sais pas. Ça se voit. Oui, je pensais pas l'être, mais on le devient en fait au fur et à mesure. Mais oui, il y a un roman en chantier qui a été un petit peu suspendu parce que j'ai écrit 2 scénarios et j'ai eu envie un petit peu d'écrire autre chose et c'était des courts-métrages, voilà. Donc un que l'on m'a demandé et puis le deuxième c'était plus un désir personnel. Donc j'ai mis un petit peu en suspens le roman. Là, ça veut dire que c'est aussi, ça fait partie de votre vie, le métier d'acteur. Oui. Parce que vous avez des expériences au cinéma. Tout à fait, oui. J'ai eu cette chance. Cette chance? Oui, c'est une chance, c'est un bonheur, c'est une découverte. Quelque chose que je ne connaissais pas du tout, un monde qui m'était inconnu. Qui s'est fait par hasard. Par hasard, tout à fait. Comme les plus belles choses, elles se font par hasard. Oui, toujours. Et alors Et c'est super, moi je trouve que c'est un monde où quand on a envie de faire ça, il faut le faire, il faut foncer, il faut se donner la chance d'y arriver. Vous vous imaginiez un jour que vous ferez du cinéma? Jamais. Non? Et comment c'est venu? C'était une proposition du producteur Ahmed Riyad, avec comme qui, ça, ouais. oui, comme par hasard, quoi. On a un petit peu échangé ensemble et puis il m'a proposé, il m'a dit bon t'as une tête qui passe assez bien, on aurait besoin de quelqu'un, est-ce que tu serais disponible pour 1 ou 2 journées? Je me suis dit oui, pourquoi pas, je vais essayer. Pourquoi pas, ouais. C'était pas très compliqué en ce moment-là. Et puis, de fil en aiguille, voilà quoi. On prend goût? Oui, on prend goût. Le cinéma. C'est une drogue. Hein. D'accord. C'est une drogue. Quand on met le doigt là-dedans, c'est un engrenage qu'on n'a plus envie de lâcher.
Et non, c'est très intéressant. Et alors C'est après enrichissant le aussi. premier rôle qui était dans le Facteur, Oui, il y a eu Le Facteur, oui. après Où j'ai pas eu l'occasion de moi, on jouer. s'est pas rencontrés Non, sur on le s'est pas plateau, rencontrés, ouais. pas du tout. Ouais. Mais on a joué dans le même film, vous et moi, voilà. Ouais, c'est- Après Le Facteur, il y a eu L'Évasion. L'évasion. Ensuite, il y a eu Le Marin aussi. Et c'est devenu une habitude. Oui, tout à fait. D'accord. Il y a eu Ben Bedis aussi. D'accord. Voilà. Et puis. On ne s'est pas vu aussi sur non, le plateau. on s'est Ouais, pas vu. Je suis dans le même film. Ouais. J'ai eu l'occasion aussi dans un clip de Lies Qassemtani, Sultana, et c'était autre chose, hein, parce que ça n'a absolument rien à voir avec le tournage d'un film. Là, c'est Ouais, un autre monde. C'est autre chose. Un C'est clip, autre c'est chose, autre chose. voilà. Et là, récemment, c'est un documentaire, récemment- un film doc. Oui, récemment, j'ai tourné dans le court-métrage Zahir Dalem aussi, donc réalisé par Ahmed Riyad, et le dernier film, donc Souiqa. Souiqa est là, Oui. qui est en cours de montage. Qui je est crois, en cours de montage. Oui, tout à fait. Et j'ai appris qu'il va y avoir, ça sera le film et ça sera la Une série. série, oui. Ça sera une série. Je ne savais pas en fait. C'est après qu'on m'a dit ça. Et là, comment on se transforme voilà, de l'écriture, de la poésie, on va au cinéma. Mais je pense que c'est un petit peu le même monde. Hein. On gravite un petit peu autour c'est un peu l'imaginaire. Et puis, en fin de compte, j'ai découvert qu'on n'était pas loin l'un de l'autre. Parce qu'avec la poésie, je fais aussi quelques vidéos que je passe sur les réseaux sociaux. Donc, je suis aussi devant une caméra. C'est à peu près la même chose. Et puis, ce qui est bien, suivant les réalisateurs, on vous donne une certaine liberté. Et l'imaginaire est là, on vit dans un monde imaginaire. Les films, on revit certaines époques, mais c'est aussi une grande imagination. C'est comme quand on écrit, on utilise beaucoup l'imagination. Ça se rejoint. Et oui, l'imaginaire, le virtuel, mais on est là. Mais on est là. Mais on est là, mais en chair et en os. Vous savez, on n'a plus beaucoup de temps, mais il nous reste un poème à lire. D'accord. Alors choisissez. Je l'ai... en fait, celui-là n'est pas dans mon recueil de poèmes. D'accord. Donc, je l'ai réécrit vite fait pour vous le lire. Ça sera en espérant qu'on en aura encore beaucoup de la pluie encore cet hiver. Inch'Allah, il y a eu alhamdoulilah. Oui, alhamdoulilah, mais encore. Donc, le poème s'intitule « Sous ton parapluie ». On marche encore ensemble. L'orage est encore là. Tu nous protèges avec ton parapluie. Ce beau souvenir est là, il restera à jamais. Dès qu'il pleut, je pense à ce moment, parce que tu es le rayon de soleil de ce moment. J'attends que tu repasses et que le soleil et que le ciel s'assombrisse, pour que l'on marche sous la pluie, protégé par ton parapluie, bras dessus, bras dessous. Comme des enfants profitant de ce moment de douceur, oubliant tout autour de nous, le sourire aux lèvres, le cœur léger, riant. Et insouciants, juste nous deux, marchons sous la pluie avec juste ce rayon de soleil au-dessus de nous. Mais la pluie a cessé, on reste sous ton parapluie, on a envie de rester des enfants, bras dessus, bras dessous, insouciants, enfants. J'attends que tu reviennes, mon ami, l'orage et la pluie sont là, le grand parapluie aussi, avec un rayon de soleil, le tien. De grands sourires, des éclats de rire et des moments insouciants. Voilà, on va se terminer par ce très beau poème. Merci Fouzia d'avoir répondu d'abord à l'invitation. Je rappelle d'abord de m'avoir invité. Voilà, c'est la moindre des choses. Voilà le livre, ils te diront que ça ne vaut pas la peine. Moi je vous dis, ça vaut la peine, parce que les poèmes sont toujours à un moment de littérature qui est très beau. Oui. D'abord ça s'écoute. Tout à fait. Ça se partage, et puis voilà. Moi, je vous conseille de jeter un coup d'œil, c'est toujours bon. Une vente dédicace prochainement ? Prochainement, mi-janvier. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Fouzia. J'espère qu'on vous de m'avoir retrouvera. invité. Peut-être. Allez, on laisse le secret. Inch'Allah. On laisse la surprise. On laisse la surprise. Inch'Allah. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir été là. Et puis voilà, se termine ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine, de la station régionale. Je vous rappelle que c'est le dernier de l'année
2023, bonne année avant l'heure, bonne année à mes meilleurs voeux à tout le monde. La semaine prochaine, eh bien, Inch'Allah, on sera dans la nouvelle année. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin d'année, bon week-end. Je vais remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés depuis tôt le matin. Ils étaient avec le réalisateur Nabil Yagoubi et tous mes amis techniciens de la station régionale de Constantine. Merci aussi à mes invités qui m'ont fait le plaisir et l'honneur de m'accompagner dans ce dernier numéro de l'année. On se retrouvera Inch'Allah, à l'année prochaine. Bqaw ala khair.